19h à Kinshasa, 1 heure de plus dans la partie est de la RDC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mondico Télévision. Tout de suite, les sommaires. Le rebelle du M23 appuyé par Kigali continue leur avancée, prenant le contrôle de plusieurs localités du territoire de Walikale. Après le village de Mpeti, les groupes armés se rapprochent dangereusement de Pinga, chef-lieu du groupement Kisimba. Le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement a initié une série de journées d'information sur l'état d'avancement des programmes de développement local des 145 territoires. Pour Guilani Bombouizia, l'affectation des ressources au processus électoral de 2023 et la gestion de la situation sécuritaire dans l'Est sont à la base du retard constaté dans certains sites. Le porte-parole de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Ncholet, est pessimiste quant à la révision de la constitution du 18 février 2006. Joint au téléphone, le prélat congolais a exhorté le président de la République Félix Tshisekedi à ne pas écouter ses collaborateurs qui voient à tout prix leurs intérêts égoïstes. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, les rebelles du M23 appuyés par Kigali continuent leur avancée, prenant le contrôle de plusieurs localités du territoire de Walikale. Ces derniers jours, le village de Mpeti est tombé entre leurs mains et les groupes armés se rapprochent dangereusement de Pinga, chef-lieu du groupement de Kisimba. Regardez. La situation dans les territoires de Walikale est préoccupante, estiment des sources locales. La prise de contrôle de Mpeti le lundi 28 octobre par des combattants du M23 a entraîné un mouvement de déplacement massif de la population. Des habitants de Mpeti, mais aussi une partie de ceux de Pinga, situés à 18 km, ont quitté leur foyer. À Pinga, l'armée se mobilise, des renforts sont arrivés par hélicoptère ces derniers jours et les militaires aux côtés des combattants pro-gouvernementaux Wazalendo sont visibles dans la cité. L'activité économique est au ralenti, les commerces fonctionnent très timidement. Pinga est un verrou stratégique. En plus d'abriter une position de l'armée, elle est le principal centre administratif et commercial du groupement Kisimba. Si cette localité tombe aux mains du M23, cela ouvrirait un passage vers d'autres provinces comme le Maniema, le Sud Kivu et la Chopo, mettant potentiellement en péril une grande partie de la région. La société civile locale tire la sonnette d'alarme et appelle le gouvernement à renforcer davantage les positions militaires pour éviter la chute de Pinga, car selon elle, en cas de perte de la cité, c'est tout le territoire de Walikale qui serait directement menacé. Restant toujours dans la partie est de la RDC, la Barza intercommunautaire du Nord Kivu a un comité provisoire pour régler le problème entre les communautés Hutu et Nandé de cette province de la RDC. Ce cadre de règlement de conflits communautaires sera dirigé par un comité provisoire piloté par Olivier Kitsa à sa tête. C'est le porte-parole de cette structure du Grand Kivu, Joseph Kinzo, qui l'a annoncé le lundi 28 octobre 2024 au gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, au cours de l'entretien qu'ils ont eu dans son cabinet de travail. Ce comité provisoire va faciliter la résolution des problèmes et la cohabitation pacifique entre les membres de ces deux communautés. Suivez son propos. Après la signature de l'acte d'engagement fait ici au gouvernorat le 19 août cette année, qui réconciliait les deux communautés qui étaient en conflit. Ici, je cite la communauté Nande et la communauté Hutu, et où la Barza intercommunautaire a été partie prenante, les Grands Kivu et le gouvernorat. Nous avons poursuivi la mise en œuvre de cet acte d'engagement et il fallait organiser des élections participatives, transparentes et crédibles au niveau de la Barza pour essayer de la redynamiser. Nous avons fait le travail avec la Barza et ils viennent de mettre en place, après notre accompagnement, une transition de 6 mois qui pourrait aller de ce jour jusqu'au mois d'avril, possible de prolonger bien sûr pour 3 mois. Et cela nous a permis de résoudre les problèmes qu'il y avait
entre les communautés et entrevoir une redynamisation de cette barza. Autre chose à présent, le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, a sur instruction du président de la République présidé le lundi 28 octobre une réunion sur la question des engagements de la République démocratique du Congo en matière de droits humains à laquelle les différents ministres concernés ont pris part. Il était question au cours de cette réunion d'améliorer la réponse de la communication de la RDC sur les questions de droits humains. Regardez. Sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi, le directeur des cabinets du président de la République Anthony Kinzo Kamole a dirigé une réunion majeure concernant les droits humains en République démocratique du Congo. Cette rencontre à laquelle ont participé plusieurs ministres sectoriels marque un tournant dans la volonté de l'État d'adopter une communication plus proactive et transparente sur les questions des droits humains. Cette initiative a été motivée par les souhaits du chef de l'État d'améliorer la réponse et la communication de la RDC en matière de droits humains, un domaine particulièrement sensible et scruté par la communauté internationale. L'objectif est de voir comment monter une stratégie globale de communication pour dire ce que nous faisons et pour être à mesure de toujours apporter la réponse de la RDC, a expliqué le ministre Patrick Mouyaya, chargé de la communication et des médias. Pour garantir un suivi rigoureux des engagements de la RDC, une task force sous l'autorité directe du président a été instaurée lors de la 18e réunion du Conseil des ministres. Cette équipe dédiée a pour mission de suivre de près les avancées et des défis en matière des droits humains et des justices transitionnelles. Avant cette stratégie, la République démocratique du Congo entend renforcer sa transparence et affirmer ses progrès en matière de droits humains, un engagement réaffirmé par cette réunion symbolique. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo veut se doter d'une administration publique efficace. Pour justement y arriver, la fonction publique congolaise doit se débarrasser des fonctionnaires fictifs qui gonflent inutilement l'enveloppe salariale allouée aux agents et fonctionnaires de l'État. L'identification des agents et fonctionnaires de l'État a débouché sur la confection d'un annuaire récemment présenté au chef de l'État par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, lors du briefing co-animé à Kinshasa le lundi 28 octobre 2024. Dans la soirée, le patron de la fonction publique a expliqué l'ensemble de mesures prises pour assainir ce secteur de la vie nationale. Renta, lui est là, nous en dit plus. La fonction publique congolaise est connue comme étant pléthorique. S'il y a des fonctionnaires qui travaillent correctement, il y en a aussi qui sont des fictifs. Ils reçoivent les salaires sans travailler, une pratique qui fait perdre au trésor public beaucoup d'argent au profit des individus. Dans le but de mettre fin, une annuaire de la fonction publique a été élaborée. Le nom des agents et fonctionnaires de l'État y figure. La mission de redresser notre appareil administratif. Je l'avais dit la fois dernière que ça passait par une thérapie des chocs, des réformes structurelles, structurantes, systémiques et même donc existentielles, ici même. Et donc c'est ce que nous sommes en train de faire pour essayer d'être à la hauteur de cette mission. Il fallait donc d'abord maîtriser les effectifs et la masse salariale qui va avec, d'où l'idée donc de l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État ici à Kinshasa, mais aussi à travers tout le territoire national. Pour ne plus retomber dans les erreurs du passé, Jean-Pierre Liaou et toute son équipe ont travaillé pour revoir le cadre organique de la fonction publique jusqu'à limiter le nombre de personnes à recruter dans chaque secteur. L'identification n'est suffisant pas. Nous avons pris soin, vous le voyez souvent, de revisiter tous les cadres et structures organiques de nos administrations publiques avec des référentiels des emplois assortis
des maxima des effectifs à ne plus jamais dépasser. Parce que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est en réalité, il faut dire les choses comme elles sont, nous récoltons le fruit de notre propre irresponsabilité, j'ose les mots, irrationalité, peut être un mot beaucoup plus tendre. Mais les choses sont telles qu'elles sont. Pour plus d'efficacité, cette série de mesures vont non seulement se poursuivre, mais s'appliquer judicieusement pour l'émergence de la RDC. Le gouvernement reste déterminé à rendre la fonction publique plus efficace et bénéfique au pays. Merci. Pendant ces temps, ouverture le lundi 28 octobre 2024 à Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC, de la deuxième édition des Assises nationales du climat des affaires sous la coordination de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Cet événement attendu par les acteurs économiques et des décideurs du pays s'inscrit dans le cadre des efforts visant à dynamiser le climat des affaires en RDC. C'est le vice-premier ministre en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Niembo, qui a ouvert officiellement les travaux. Regardez. Durant 4 jours, les participants aborderont les questions centrales liées à l'amélioration de l'environnement des affaires en RDC. Les échanges porteront notamment sur les réformes nécessaires pour renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs, en particulier dans les secteurs stratégiques comme l'industrie minière, un pilier de l'économie congolaise. Cet événement est une occasion unique pour les autorités des acteurs privés de coordonner leurs efforts en faveur d'un développement économique durable tout en renforçant la coopération entre les institutions publiques et les secteurs privés. En créant un cadre de dialogue et de réflexion, les Assises nationales du climat des affaires contribuent ainsi à poser les bases d'un avenir prospère pour la RDC où les opportunités d'investissement et les réformes favorables au secteur privé sont appelées à se multiplier. Guilain Niembo, vice-premier ministre du plan, appelle les participants à travailler dans le sens de l'amélioration durable du climat des affaires à travers un dialogue entre secteurs public et privé. En parcourant les termes de référence et les déroulés de ces assises, je me réjouis d'ores et déjà de constater que les thématiques retenues visent à rencontrer sans embâche et sans tabou, mais dans un esprit constructif, les véritables mots qui rongent notre environnement des affaires. Je tiens à vous rassurer qu'au niveau du gouvernement, tout est mis en œuvre pour que dans les jours à venir soient davantage intensifiés les efforts gouvernementaux d'amélioration du climat des affaires. Je le répète, avec efficacité, rationalité, efficience et pragmatisme. Je vous encourage à placer le suivi de la mise en œuvre des réformes au cœur de votre action pour les prochains jours. Sous la coordination de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ces travaux devront aboutir à des engagements entre le patronat et l'État congolais pour améliorer le climat des affaires en RDC. Je l'ai annoncé dans les titres, la République démocratique du Congo a lancé en 2022 le projet de développement local de 145 territoires. Cependant, ces projets connaissent des difficultés d'exécution dans certains territoires. Pour le vice-premier ministre, ministre du Plan et coordination de l'aide au développement, l'affectation des ressources au processus électoral de 2023 et à la gestion de la situation sécuritaire dans l'Est du pays sont à la base du retard constaté dans certains sites. On l'écoute. Aujourd'hui, on peut parler de retard parce qu'on n'a peut-être pas toutes les informations. Après, il fallait attendre le financement. Nous sommes dans la guerre depuis un certain temps à l'est de notre pays et certaines poches d'insécurité à gauche, à droite. Et donc, les ressources sont mobilisées aujourd'hui vers cette cause-là. Et ensuite, n'oubliez pas que nous étions dans l'effervescence des élections. C'est normal que les gens puissent trouver dans certains endroits qu'il n'y a pas de début des travaux ou qu'il y a des travaux qui sont en arrêt. Donc il s'agit tout simplement, pour certains projets, certaines agences n'ont pas voulu tout simplement démarrer parce que vous savez, dans les infrastructures, il est aussi dangereux de démarrer les travaux sans pour autant les achever. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre.
Dans le reste de l'actualité, ouverture le lundi 28 octobre à Kinshasa de l'atelier des présentations et validations du manuel des gestions prévisionnelles des emplois et des compétences de la magistrature. Pendant 3 jours, les membres du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, les syndicats de magistrats et les agents administratifs s'y réuniront pour réfléchir aux différents outils à mettre à la disposition du secrétariat permanent afin d'améliorer l'efficacité et la gestion de magistrats. Regardez. Cet atelier marque une étape importante dans l'amélioration de la gestion de la magistrature en République démocratique du Congo. Il constitue une avancée significative pour les renforcements de cette institution. Pendant 3 jours, le participant, principalement le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, le syndicat de magistrats et les agents administratifs du CSM, réfléchiront au projet de manuel pour une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences de la magistrature. Ils réfléchiront également au projet de référentiel des emplois et des compétences des magistrats, ainsi qu'au projet des fiches de poste des agents administratifs du secrétariat permanent du CSM. L'objectif est de doter les conseils d'outils efficaces pour une meilleure gestion des carrières de magistrats. Ces processus permettra d'améliorer la planification des compétences, d'identifier le besoin en formation et d'anticiper les recrutements nécessaires pour faire face aux défis du secteur judiciaire. Ces travaux arrivent à un moment opportun selon Télésphore Ndouba Kilima, secrétaire permanent et porte-parole du CSM. Actuellement, nous avons 5500 magistrats, 5515. Il y a quelques cas de décès, on ne sait pas. Et bientôt, on aura 2500 ajoutés. Il faudra qu'on fournisse un effort pour avoir un manuel de gestion. Alors, cet effort de manuel de gestion, il faut que vous qui êtes ici dans la salle puissiez participer à l'expertise qui a été recrutée, qui pourra certainement nous donner des indications à pouvoir faire de manière générale. C'est nous qui devons apporter les petits détails techniques pour que nous puissions améliorer la gestion des magistrats avec cet effectif-là. L'atelier se déroule avec le soutien du 2e programme d'appui aux réformes de la justice. Valérie Dumoulin, chef d'équipe de ces programmes, apporte également son expertise à cette initiative. Le CSM fait face à des défis importants, surtout suite au recrutement déjà des 2500 magistrats en 2023 et du futur recrutement des 2500 magistrats en 2024. Donc ça accroît les défis et le besoin pour le secrétariat permanent pour être davantage outillé, pour gérer d'une manière davantage encore plus professionnelle, puisque plus le nombre augmente et plus il faut adopter des outils et une certaine rigueur dans la gestion de la carrière des magistrats. Nous serons aussi disponibles, outre toutes les autres activités, mais à renforcer les compétences du secrétariat permanent du CSM dans le management et aussi dans l'archivage tel que ça a été demandé. Le secrétaire permanent et porte-parole du CSM, Télésphore Ndouba Kilima, a invité le participant à capitaliser sur ces moments d'échange afin de doter le CSM des outils nécessaires pour améliorer son efficacité. C'est un atelier purement technique. Je souhaite que déjà dès le départ, il y ait une participation active pour que nous puissions construire ensemble le Conseil supérieur de la magistrature. Il sera également question d'enrichir une étude réalisée par les experts du PARJ2 qui s'est basée sur les éléments scientifiques concernant le besoin des tribunaux et parquets en magistrats en tenant compte de tous les paramètres possibles. L'étendue géographique de cours et tribunaux et parquets, la densité de la population, le volume d'affaires, ainsi que la projection des magistrats qui devront prendre leur retraite dans les 5 années à venir. Ces éléments permettront au Conseil supérieur de la magistrature de planifier le recrutement, la promotion et la retraite de magistrats, évitant ainsi l'improvisation et tâtonnement.
Et puis le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, Monseigneur Donatien Chollet, a fermement réagi à l'annonce faite par le chef de l'État de proposer une nouvelle constitution de l'année prochaine. Joint au téléphone par votre rédaction, le prélat catholique s'est montré pessimiste quant à cette révision et a rappelé la position des évêques congolais qui voient le risque de déstabilisation du pays dans le contexte actuel. Il exhorte par ailleurs le chef de l'État à ne pas écouter ses collaborateurs. Suivez son propos. Ma réaction est celle des évêques qui se sont déjà prononcés à ce sujet lors de leur dernière rencontre plénière. Donc, c'est une position politique, mais du côté de l'Église et du côté de la société civile dont nous faisons partie, en tout cas, nous pensons que c'est quelque chose à décourager dans le contexte actuel, quelle que soit la pertinence de l'un ou l'autre point relevé pour justifier cette démarche qui est dangereuse sur plusieurs plans, sur le plan social, sur le plan sécuritaire et même sur le plan politique. Je crois que le débat n'a pas commencé aujourd'hui. Le débat a commencé il y a plus ou moins 10 ans à ce même sujet. Et pour les mêmes raisons que ceux qui sont au pouvoir actuellement ont refusé que le président honoraire touche à la Constitution, la situation comme telle n'a pas évolué. En ce temps-là déjà, l'actuel président de la République et les siens disaient que le problème, ce n'est pas la Constitution, mais c'est le social du Congolais. Et aujourd'hui, nous constatons que malgré les efforts fournis par le gouvernement, la situation sociale reste très, très préoccupante. Donc, on est dans un environnement où aujourd'hui, il y a des grèves ici, demain, il y a des grèves là-bas, et on ne voit pas de solution dans un avenir proche. Donc, ce serait vraiment très risqué dans ce contexte social. Mais aussi, ceux qui font la campagne pour cette révisitation ou ces changements éventuels, ils n'hésitent pas à évoquer des raisons qui énervent même les articles verrouillés. Mais c'est surtout l'aspect sécuritaire. Donc, ce projet de changement de constitution ou de révision de constitution qui a fait des morts ne passera pas sans un brin de fer social. Donc, ça sera un front en plus dans un pays qui est déjà fragilisé, et particulièrement à l'est du pays. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le rebelle du M23 appuyé par Kigali continue leur avancée, prenant le contrôle de plusieurs localités du territoire de Walikale. Après le village de Mpeti, les groupes armés se rapprochent dangereusement de Pinga, chef-lieu du groupement Kisimba. Le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement a initié une série de journées d'information sur l'état d'avancement des programmes de développement local des 145 territoires. Pour Guilagne Bombouizia, l'affectation des ressources au processus électoral de 2023 et la gestion de la situation sécuritaire dans l'Est sont à la base du retard constaté dans certains sites. Le porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Chollet, est pessimiste quant à la révision de la Constitution du 18 février 2006. Joint au téléphone, le prélat congolais a exhorté le président de la République Félix Tshisekedi à ne pas écouter ses collaborateurs qui voient à tout prix leurs intérêts égoïstes. Vous avez certainement compris que c'est la fin de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également à la grande équipe technique. On se retrouve très prochainement avec le même travail, la même détermination. Bonne suite des programmes sur Mondico TV. Au revoir.